Vous écoutez Samurai Pizza Cast, c'est le podcast numéro 20 avec comme invité moi-même Aymar Azaïdia. Ben voilà, c'est parfait. C'est parfait. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc effectivement, Aymar, tu as accepté notre invitation pour ce numéro spécial. Enfin, numéro spécial parce que c'est un numéro tout rond. Hein. On avait lancé dans le numéro 10 le bon anniversaire Bernard, qui a d'ailleurs beaucoup plu aux gens, où on expliquait que on avait un concept de jeu et qu'il a été malheureusement... on va pas dire copié parce que il a été utilisé par d'autres personnes. C'est ça, mais il a été utilisé par d'autres personnes, et en l'occurrence dans le jeu qui s'appelle 12 minutes. Donc voilà, qui avait à 80% le même concept que ce qu'on voulait faire. Pour pas dire plus, quoi. On était en avance sur notre temps parce que quand même 2017, quoi, les germes de ce premier jeu, quoi. C'est ça. En fait, on est des gens qui sommes très en avance, mais qui avancent très lentement. Exactement. Je crois qu'on a commencé les premières idées, c'était en 2017, quelque chose comme ça. Donc, dans un cave à bière, là, pas très loin des Réformés, enfin pas loin des 5 avenues à Marseille. Ouais, je crois même qu'on a reculé depuis la dernière fois. Ouais, bah oui, non, complètement. Parce qu'on avait commencé à faire un peu des concepts et tout, même des petits concepts art et tout, mais ouais, non, après, on n'a plus rien fait depuis. Mais ouais, justement, l'année dernière, quand on a fait le numéro 10, en expliquant un peu tout ça, on avait un peu fait la promesse aux gens, tous les 10 numéros, de faire un compte rendu sur le jeu, sur son développement, son avancement. Et spoiler alert, il a pas avancé du tout. Donc, il a avancé un tout petit peu, en réalité. Ouais, on pourrait y revenir sur ça, mais ouais, on va dire qu'officiellement, en tout cas, il a pas vraiment avancé. Il est resté au point mort. Et justement, on se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire pour ce numéro 20 ? Parce qu'on a rien expliqué, on n'a rien fait, enfin, on n'a pas plus avancé que ça, ou en tout cas pas assez pour tenir sur un épisode. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en contact avec toi, Aymar, pour un autre projet de podcast qui va bientôt arriver, mais que dont je vais pas parler là, en tout cas. Et en fait, à un moment donné, je fais, tiens, ça pourrait être cool avec le passif que t'as, le CV que t'as, en fait, qu'on te parle de ce projet-là, et que tu nous dises, les gars, attendez, on va commencer par le commencement, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous pouvez commencer par ci, par ça, voilà, ces outils-là sont plutôt adaptés, enfin voilà, faire le point sur tout ça, et façon un peu coaching, quoi, on va dire. C'était un peu à l'eau de Dr Aymar, parce que franchement... C'est la hotline de comment on fait des jeux vidéo. pour des noobs, pour des gros noobs. Une sorte de masterclass. Écoute, ouais, je vais essayer de faire au mieux là. Voilà. Alors du coup, avant de vraiment commencer sur l'échange et voir un peu quel conseil tu vas nous apporter, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Ouais, écoute, ça fait à peu près... Maintenant, on approche des 20 ans dans le jeu vidéo. Donc j'ai commencé en fait dans le jeu mobile, rencontre fortuite, j'ai commencé à travailler dans le jeu mobile avec Vivendi sur en fait des IP, notamment des IP du catalogue Sierra, donc les Spyro, les Just Sweet Larry, etc. Puis je me suis fait embaucher à Ubisoft il y a 15 ans tout rond, j'ai fêté mes 15 ans il y a pas longtemps. Et je me suis fait embaucher directement pour travailler à Montréal. J'avais pas envie de travailler en France. J'avais des projets d'expatriation. Le premier jeu Assassin venait de sortir et c'est littéralement en discutant dans une boutique de manga avec un gars qui bossait à Ubisoft que j'ai pu avoir un job pour aller à Montréal pour finalement bosser sur Assassin. Donc c'était vraiment, c'est Assassin qui m'a fait venir, quoi. Et après, c'est une licence sur laquelle j'ai travaillé pendant très 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 longtemps, et j'ai eu des tonnes de postes en fait dans l'industrie. J'ai eu des postes en production, j'ai été live producer, j'ai eu beaucoup de postes au marketing, j'ai été product manager, international brand manager, et il y a de nombreuses années, sur Assassin, en fait, on a monté ce qu'on avait appelé une équipe de marque, une brand team dont j'ai fait partie, qui avait pour projet de dire, les jeux vidéo, en fait, les licences de jeux vidéo, c'est pas intéressant que en jeux vidéo. C'est en fait des histoires et des univers qu'on crée qui ont un potentiel qui va bien au-delà. Et donc on était déjà persuadés qu'on pourrait en faire des films, des séries, des BD, des comics et faire vivre nos univers. En fait, on n'avait pas envie que ça s'arrête au jeu parce qu'on voyait tout l'amour et l'énergie qu'on mettait à créer un truc et on se disait non mais c'est pas possible de le cantonner à ça. Et en fait, on a un peu flippé ce qu'était le transmédia, où pendant des années, ça a été en général le cinéma qui fait des films, et pour qui le jeu vidéo, tu sais, c'est un support. On se rappelle de l'époque, tu sais, NES, Super NES, où c'était juste un produit qui servait à faire la promotion de ton film, et ça s'arrêtait là. De temps en temps, il y avait des très bons jeux. Très souvent, il y avait des moins bons jeux. Et là, on est un peu dans une phase où c'est un peu l'inverse. On se met à travailler avec Netflix, avec Hollywood, il y a
plein de films. T'as pas un studio en ce moment, que ce soit le groupe Embracer, que ce soit Sony, qui annonce pas l'adaptation ciné, série, etc. de ces trucs. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. Donc en fait, j'ai un côté depuis le début qui était très business et touche à tout. C'est à la fois école de commerce, mais en même temps, j'avais passé les concours de Super Info Game que j'avais réussi. Et finalement, j'étais parti vers autre chose. Donc j'ai toujours eu l'appétence très design technique. Et le côté très lucide, très marché, très comprendre ce qui marche, comprendre ce qui se vend, etc. Ouais, il y a vraiment une approche des univers étendus. C'est effectivement, c'est né avec le cinéma, mais pour connaître un petit peu la question du transmédia, aujourd'hui, effectivement, tu regardes tous les cartons sur Netflix, même la politique de Netflix en termes de licence de jeux vidéo. En fait, ils se disent, on va adapter ça à tel univers et pour des petites merveilles, Arcane, je pense, voilà. Ah ouais, complètement. Arcane. Et tu sais, ça va plus loin. Netflix pousse fort leur branche jeux vidéo. Nous, Ubisoft, on a annoncé qu'on avait des partenariats de jeux avec Netflix aussi, donc on va développer des jeux en plus de développer des séries avec eux. Donc en fait, tous ces trucs se mélangent et on pourrait dire, c'est un peu poussé, mais la naissance du transmédia, en fait, c'était déjà le début du cinéma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à adapter des œuvres littéraires comme Frankenstein et autres à l'écran, on était déjà dans du transmédia. On prenait un média, on le mettait ailleurs, et après ça a commencé à se multiplier, et maintenant ils sont tous interconnectés. Ils échangent, le comics échange avec le JV, qui échange avec le ciné, donc on est dans cette grosse brassée, et ça prend en fait des geeks qui ont à la fois de la pop culture, mais qui comprennent en fait, qui comprennent le marché, qui comprennent comment on fait un jeu, comment on fait un film, pour réussir à essayer de faire des trucs qui tiennent à peu près la route, quoi. Ok. Est-ce que, du coup, on commencerait par une première question. Est-ce que vous avez, messieurs, une question qui vous vient là pour démarrer, pour lancer un peu Décrire un petit peu Bon anniversaire Bernard ou Même à la limite, je pensais peut-être le faire en vous montrant très rapidement le seul truc qu'on a. Allons-y. Alors, comment je peux partager mon écran Alors non, t'as partage d'écran qui est en bas et qu'on peut voir. Ouais. Non, mais parce que je suis pas sûr d'avoir le bon écran. Alors, c'est bien, j'ai tous les écrans, sauf celui que je veux. Ouais. Alors, attendez, hop. On va juste faire ça. On va faire ça comme ça sera screen 2. On va faire de l'audio description pour les auditeurs. Ouais, ça va être très rapide. Hein. Ça va être très rapide. Go live. Hop. Du coup, là, vous voyez mon écran ? Ouais. Voilà, ça y est. Alors, le seul truc qu'on ait pour l'instant, c'est d'accord. C'est ce proto-là, qui est une version texte de Bon anniversaire Bernard. Une version texte d'à peu près un tiers de Bon anniversaire Bernard. Si je rentre là-dedans, hop. En fait, j'ai fait ça sur Twine. Donc, sachant que par exemple ici, là, si on clique sur Asiat Sympa, on a, vous avez toujours mon écran là. Ouais, toujours. Ouais. Si jamais on clique sur Asiat Sympa, on a tout un texte très très long qui explique tout le déroulé de l'énigme qui considère. Alors, je suis désolé, j'ai appelé ça, j'ai donné des noms de merde parce que j'ai écrit pour moi vite fait. Elle s'appellera certainement pas Asiat Sympa. Et comme la connasse s'appellera certainement pas connasse. Mais donc, en gros, voilà, on a ici, là-dedans, on a toute une énigme, en fait, qui est décrite dans un seul de ces blocs. Donc, je vous laisse imaginer que, mine de rien, ça a l'air de rien, mais il y a du boulot là-dedans. Ouais, voilà. sûr. C'est tout ce que je voulais vous montrer. D'accord. Donc, on a une certaine forme de logique et un début de scénario, un début d'histoire, une logique de jeu avec avec plein de trucs. Mais, on est d'accord que c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que l'an dernier. Oui. Il y a des idées posées, voilà. C'est un premier, des premières pierres. Si vous voulez que effectivement on puisse se pencher sérieusement dans le truc. En général, ma première question, elle est quasi toujours la même, quel que soit le projet. C'est on a besoin du classique, c'est-à-dire le elevator pitch. Si on se croise dans un ascenseur, qu'on est en train de monter, que t'as moins de 2 minutes pour me pitcher ton projet, raconte-moi ton projet, c'est quoi? Après, je vais vous laisser le faire, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Après, en général, on a tendance à demander un petit peu plus, c'est-à-dire un one-pager ou un 2-pager sur le projet, etc. On peut rentrer après si c'est un projet plus narratif sur le script. Si c'est un projet ensuite, de toute façon, on va avoir besoin de game design documents. Donc, quels sont concrètement les éléments de design dont on va avoir besoin? Une game bible, c'est-à-dire les personnages, la présentation des trucs, etc., etc. Et à partir de là,
on peut commencer à évaluer le projet, se poser la question de ce serait quoi l'engin idéal, ce serait quoi l'équipe idéale, sur quoi on va appuyer, mettre les forces, quels risquent d'être les gros coups, etc. Et là, on peut rentrer dans le bordel. Donc du coup, alors, au départ, en 2 minutes. On a la réponse à toutes ces questions. Oui, on a la Excellent. Alors, je fais l'élévateur pitch. Ouais, ce que j'allais dire. Fais le pitch. C'est ton rôle, Ultra. C'est ton rôle. Fais le pitcher. J'ai pas préparé. C'est toi qui as la chemise aujourd'hui, en plus. C'est moi qui ai la chemise. Toi qui représente. C'est pas commercial. On est invité à l'anniversaire de Bernard, un vieil ami avec qui on a un peu perdu le contact, mais c'est l'occasion de le revoir. Quand on arrive à la soirée, on voit d'autres personnes qui sont invitées à la soirée, mais on ne voit pas Bernard. On peut pas le rencontrer tout de suite. Et au bout de quelques minutes, en fait, Bernard est retrouvé mort. Suite à quoi, on retourne dans le passé et on revit la même boucle. Et cette fois-ci, il faut essayer d'empêcher Bernard de mourir, sachant qu'on peut pas interagir directement avec Bernard, mais uniquement avec les personnes et les objets qu'il y a dans la salle. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Ouais, ok. Donc effectivement, quand Bernard meurt, quand on sauve Bernard, il remeurt après, mais un peu plus tard. avec la boucle qui s'allonge au fur et à mesure, qui fera à peu près une vingtaine de minutes de bout en bout, si jamais on arrive à finir le truc d'une seule traite. Ok. Dans les trucs aussi intéressants, une fois qu'on présente son pitch, c'est souvent de prendre ses références. C'est-à-dire que Grand Dog Day, donc le jour de le jour de la marmotte, le jour sans fin en France, Edge of Tomorrow. Maintenant, effectivement, 12 minutes, mais aussi Deathloop. Ouais. Donc là, la liste des jeux de genre ou des trucs de genre commence à s'allonger sur lesquels on a des boucles narratives qui se répètent. Exercice excessivement casse-gueule au demeurant pour être intéressant. 12 minutes a pas complètement délivré et Deathloop pas non plus. C'est un jeu qui est intéressant, qui a plu à beaucoup de gens, mais c'est probablement vraisemblablement le plus faible d'Arkane ces dernières années. Bon. C'est un truc qui est difficile à rendre intéressant, mais clairement, de ce que vous pitchez, en termes de genre, on n'est pas dans du jeu d'action, on n'est pas dans du FPS, on est vraiment dans un jeu à scénario, un jeu narratif, à embranchement, type point and click. C'est ce que vous imaginez? Il y a ça aussi à mettre clair. C'est qu'à la base, on avait l'ambition que ce soit quand même un jeu qui soit qu'on explorait en vue à première personne. Ouais. Okay. Alors, dans un environnement 3D, enfin voilà, avec tout ce que ça implique derrière. Peut-être une grosse construction qu'on va faire. Ouais. À voir. Dans les références, il y en avait une peut-être aussi que j'avais envie de citer, qui est merde, j'ai oublié son nom. C'est un jeu de Jordan Mechner qui se passe en temps réel dans un train. Ah mais oui, l'Orient Express. De Last Express, voilà. Ah, et qui est génial. Oui, en rotoscopie en entier le. Exactement, ouais. Donc pour avoir cette idée justement d'impression de temps réel où on a des événements qui se déroulent, peu importe si on interagit ou pas. Et c'est un des plus gros challenges parce qu'en fait du coup moi j'ai un petit peu étudié la façon dont on pouvait faire tout ça et pour cette partie-là j'ai aucune idée de comment gérer ça. Il y a vraiment aussi là du coup ça rejoint un petit peu la question que je me posais pour ce soir. Du coup, vu qu'on est sur une narration interactive et que les possibilités sont assez infinies dans la façon de traiter justement cette narration, est-ce que là, du coup, c'est peut-être des mots justement qui vont te parler. Est-ce qu'on est plutôt, on peut privilégier une approche plus directrice avec une approche top-down, ou est-ce plutôt une approche bottom-up où là, on va laisser le joueur en fait se farfouiller un petit peu les univers de jeu. Et ça, c'est une vraie question en fait, parce que ça va tout découler, toute la narration derrière en fait, ou la façon dont on va envisager la narration quoi. Là, c'est un point qui est clairement à définir. Il y en a évidemment une des deux qui est infiniment plus complexe. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu prends le joueur par la main et que tu es beaucoup plus dirigiste dans ton approche, t'as un jeu plus facile à faire ou plus facile à mettre en œuvre dans le sens où tu vas toi-même rythmer les décisions. C'est-à-dire que tu peux tout à fait faire un déroulé. En fait, ce qui se rapproche le plus probablement de ce que vous essayez de faire, c'est le théâtre interactif. C'est le théâtre interactif de type les expériences comme celles qui sont produites par l'excellent groupe Sleep No More, qui a plein d'expériences. Il y en a un qui est le McKittrick Hotel à New York. Pour vous expliquer rapidement l'expérience, pour avoir travaillé avec eux, pour travailler sur plein d'autres projets complètement éclatés. Le McKittrick Hotel, c'est un hôtel dans lequel tu te pointes, donc qui est sur plusieurs étages, et au sein duquel tu vas revivre, enfin tu vas te pointer, il va y avoir des acteurs,
et ils vont rejouer à l'intérieur de l'hôtel l'intégralité de la trame narrative de leur pièce de théâtre, qui est en fait une reprise d'Hamlet, et ils la font, ils la rejouent 2 fois dans toute la soirée. Donc toi, ton expérience dure à peu près 3 heures et quelques. Ils la rejouent 2 fois dans toute la soirée, sauf que c'est un twist genre années 20, ça se passe dans un hôtel, on n'est pas dans le truc classique, et les différents éléments narratifs sont distillés dans tout l'hôtel. Donc c'est impossible pour toi de voir tous les trucs en même temps. Donc tu vas essayer de suivre, tu vas regarder ce qui se passe, et pour rendre le truc intéressant, donc il y a eu plein de tests qui sont faits, comme c'est en temps réel et c'est en tant que toi, on va te mettre un masque, ça donne un côté Eyes Wide Shut, super voyeur, assez malsain, et en même temps ça permet aux gens d'oser être voyeurs et suivre les acteurs, etc. T'as des mini-scénettes interactives où parfois les acteurs peuvent t'attraper, t'emmener dans une pièce, jouer un truc juste pour toi. Enfin, le truc est assez dément. Donc, comme dit, c'est 5 étages, mais alors c'est dans un des étages, en fait, c'est un cimetière en extérieur. Dans un autre des étages, t'as des trucs complètement fous. Et donc, tu suis cette histoire et effectivement, impossible de le voir toi-même en entier. Donc, vaut mieux y aller avec des amis, les lancer à différents endroits, se retrouver le soir. Il y a un bar, tu peux en reparler. Et comme ça passe 2 fois, bah, t'as des chances de vivre le final, voir tout ce qui se passe, découvrir les trucs. Donc là, en ayant travaillé sur ce genre de storytelling, comment ça se passe? Bah, en fait, il faut que t'écrives déjà ton narratif à plat. C'est-à-dire quel est le vrai déroulé de tous les événements de manière séquentielle. Qu'ensuite, alors, tu le brises. C'est ce que j'ai commencé à faire. Ouais, carrément. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ensuite, tu le brises et tu vas le dispatcher par personnage et par endroit. Quels sont les personnages de tel acte, de tel moment à tel endroit? Quels sont ceux, hein? Tu les déplaces partout pour que ce soit intéressant pour tout le monde et pour qu'il y ait un vrai rythme et un vrai suivi. Tu t'arranges pour qu'il y ait des embranchements. Et pour qu'il y ait des endroits où t'es certain que ça va augmenter la replay value puis que les gens vont être obligés de revenir. Tu te fais ça en intégralité, donc déjà mapper c'est une grosse partie du travail, hein, c'est la grosse partie de l'écriture. Et une fois que t'as tout ça, t'as déjà l'architecture et la trame. À partir de là, tu peux t'amuser à effectivement décider à quel point t'as envie que ce soit interactif ou que ce soit linéaire. Si c'est interactif, on va dire que c'est un système qui va avoir besoin de triggers, c'est-à-dire quand dans le jeu le joueur fait telle action, ça déclenche telle conséquence qui déclenche telle scénette. Ou alors au contraire c'est linéaire, peu importe ce qui se passe, la boucle dure 1h30 à chaque fois, et les actions sont jouées au même moment, mais les interactions que tu vas faire vont changer des éléments. Okay. Donc ça c'est la façon plus linéaire de le faire, et c'est celle que je recommanderais à des gens qui ont moins d'expérience, parce que autrement c'est infiniment casse-gueule. Donc moi Marocco ce serait, partez plutôt là-dessus. Bah, regardez ensuite. Je pense que c'était l'idée. Hein. Alors là, en fait, tel qu'on l'envisageait, c'était que tu avais une scène qui se passe toujours de la même façon quoi qu'il arrive, mais qui peut te permettre l'accès à une. En gros, t'es coincé dans une pièce. Il y a toujours un obstacle qui fait que t'es coincé dans cette pièce. Et si jamais t'arrives à sauver Bernard une première fois, t'as accès à la pièce suivante de l'appartement, dans laquelle il y a pareil une scène qui se joue toujours et dont tu peux pas sortir avant d'avoir résolu l'énigme, quoi. Donc on est un petit peu entre les deux. Ouais, vous êtes quand même plus... Si c'est pièce par pièce, c'est beaucoup plus séquentiel, c'est beaucoup plus posé. Ça ouvre d'autres trucs, ça pose d'autres problématiques hein, en termes de rythme, de narration, de sentiments de claustrophobie, etc., sur lesquels il y aura peut-être des trucs à challenger. Mais si on le prend de cette manière-là, de la même manière, les éléments qui vont être importants pour vous, bah, ça va être évidemment... au départ, et ça c'est le truc que je répète toujours, mais si tu veux lancer un jeu et que tu veux lancer un jeu indépendant, va y avoir la qualité d'écriture, va y avoir le fait qu'il faut que la version de base, idéalement, soit en anglais. Je connais plein de gens qui veulent lancer des versions, mais lancer en anglais, les gars, c'est vraiment le truc obligatoire. Après, regardez pour des localisations. Les localisations, commencez par des textes. S'il y a du doublage, évidemment, là, les budgets, ils explosent. A priori, on va pas partir là-dessus. C'est bien. Donc, effectivement, là, faut trouver les bons acteurs, les bonnes voix, puis le nombre de personnages que vous allez avoir, bah, c'est un démultiplicateur. Donc du coup sur les locs, commencez par du sous-titre et puis après essayez de voir parce que c'est toujours plus agréable quand c'est directement doublé, etc. Donc ça fait... on va dire que là t'as le plan de départ. Après il y a effectivement comment est-ce qu'on construit notre jeu. C'est-à-dire qu'à la base là vous avez le pitch. C'est aussi pas évident d'aller convaincre quelqu'un, donc d'aller convaincre un publisher ou autre de nous donner des sous parce que bah en fait c'est un concept effectivement avec 12 minutes et avec d'autres jeux qu'on a déjà vus et pas nécessairement avec du succès. Donc si tu veux convaincre qu'il y a un succès, faut qu'il y ait de l'intérêt et faut que les coûts soient super maîtrisés. Faut que ce soit quelque chose qui soit très carré et qui risque pas d'exploser. 12 minutes avait fait l'inverse, hein, ils sont partis sur que des stars pour faire les doublages, les mecs se sont enflammés, alors qu'en réalité les interactions étaient limitées, le jeu était ultra linéaire, il était très frustrant. Donc en fait entre la promesse et l'exécution,
on sent que il y a un classique, et c'est celui auquel je reviens toujours quand il y a des pitchs de jeu, c'est quoi la fantaisie du jeu. Fantasy, vous l'avez expliqué, hein, on est dans une boucle, on va essayer d'avancer dans le temps et de réussir à sauver un personnage au bout de la soirée. Là, le truc qui est difficile, c'est est-ce que moi, en tant que joueur, je vais être intéressé longtemps? Est-ce que je vais y prendre du plaisir? Est-ce que vous allez réussir à me faire vivre cette fantaisie? Et donc, du coup, plus ça va être limité à la 12 minutes, t'es obligé de faire ça dans cet ordre et t'as que ces 2 objets et sinon ça marche pas, plus ça va être frustrant. Donc il va falloir travailler avec des designers qui viennent avec des idées et que vous ayez un florilège d'options qui fonctionnent pour que le jeu soit pas frustrant. Au contraire, il y a même des classiques qui sont dans les premières minutes, tu prends vraiment le joueur par la main. Et en fait, tu rajoutes même des options un peu rigolotes. Justement, pour le faire expérimenter, il y a des trucs qui vont donner lieu à des situations complètement dramatiques. Et là, on revient au classique des point and click, dans lesquels une des joies des vieux jeux, c'était aussi de voir les persos se faire éclater, mourir de façon complètement pétée, parce que t'avais des animations qui étaient là juste pour ça, quoi. C'est-à-dire, t'avais un écran, une action, t'avais une interaction typique avec une anime super léchée qui tuait ton personnage. Donc, c'était en même temps super drôle, t'avais envie de voir ce qui se passait, ça poussait à l'expérimentation. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la petite récompense narrative. C'est-à-dire, j'ai fait un truc, je suis récompensé, même si c'est un fail. En fait, quelque part, je vais avoir une anime qui va me faire rire ou un truc complètement gore. Et du coup, ça va être ma petite récompense de joueur. Je l'ai pas fait pour rien, quoi. J'ai expérimenté, j'ai été récompensé pour mon expérimentation. Donc, alors, on a des pages et des pages entières de notes qui se concentrent exactement là-dessus. Vous attendez quand tu finis de parler pour dire la même chose. Du boulot qu'on a fait, c'est ça. C'est déjà cool parce que vous avez abattu la masse de boulot sur le plan conceptuel. Là, ce qu'il faut, du coup, après, pour passer dans des étapes de pitch plus concrètes, c'est effectivement avoir une fois que tu as ces idées-là, ce narratif et ces trucs posés, c'est avoir un vrai game design document qui consiste à expliquer c'est quoi les boucles de gameplay, qu'est-ce qui se passe dans le jeu, quel est le minute to minute, qu'est-ce que je fais en cycle court, et qu'est-ce que je fais ensuite plus long. C'est ma motivation à long terme, on l'a compris, on va sauver Bernard. Moyen terme, sortir de la boucle dans laquelle je suis et passer à la pièce suivante. Et le minute to minute, qu'est-ce que je fais là concrètement dans le jeu là, je suis moi dans le jeu, boum, qu'est-ce qui se passe, je fais quoi, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi le champ des possibles. Et effectivement, selon que je sois dans un jeu plutôt point and click avec des animations, un personnage extérieur ou en vue à la première personne, ça change assez radicalement l'approche de la situation et le type de mise en scène que tu vas avoir. Exactement. Et ensuite, il y a toutes les questions de réalisation. Est-ce que je veux un jeu stylisé à la Somerville? Est-ce que je veux un jeu ultra réaliste? Est-ce que je veux un jeu à ambiance? Est-ce que je veux un jeu cartoon? Donc, tout ça fait des équipes, des tailles, des trucs très 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 différents. Alors, pour l'aspect visuel, je peux peut-être commencer à répondre. Alors, j'avais une suggestion à faire, c'est que à la base, on était parti sur une idée de partir sur un truc un peu low poly, histoire d'économiser en termes de modélisation. Finalement, un truc que j'ai pas encore proposé à mes collègues, mais du coup que je leur propose en direct. Un test que j'ai fait, moi, c'était de partir sur des personnages et des éléments de décor en voxel, parce que finalement, c'est assez ludique et assez facile à personnaliser, et on pourrait peut-être un peu tous mettre la main à la pâte là-dedans, en partant de... Moi, j'ai commencé à créer des templates pour les personnages, des trucs comme ça. Et après, il y a juste à changer leur skin, en fait. Et juste, tu vois, si on veut faire 2 personnages différents, il suffit de venir changer les voxels qui correspondent à leur pull et de mettre une chemise à la place. Enfin, tu vois, ça pourrait nous faire gagner pas mal de temps. Et ensuite, comme on n'est pas du tout des animateurs ni quoi que ce soit, passer par des méthodes de schlag pour faire le rigging des personnages, c'est-à-dire les passer dans Mixamo. Voilà. J'ai testé, ça fonctionne, hein. Écoute, ouais, après sur l'exécution, en fait, là, faudra encore une fois, faut que vous mettiez d'accord, faut voir les types de compétences et autres que vous avez, mais de base, choisissez un moteur qui va vous permettre de faire une version du jeu le plus portable possible. Donc les deux qui viennent à l'esprit pour des indies, c'est Unity et Unreal. Ouais. Voilà, on avait retenu Unity. Ouais, c'est ça. On partait sur Unity. Il y a zéro souci sur Unity. Les avantages qui sont là,
c'est effectivement l'extrême portabilité, c'est-à-dire qu'on a des engins qui sont déjà pensés pour être capables de faire du mobile, de la tablette, du PC ou des consoles. Donc du coup, on a quand même un gain de temps en termes de je vais essayer d'être disponible sur le plus d'endroits possible. L'autre truc, c'est qu'il y a aussi des communautés de devs qui sont super fortes, qui sont présentes, qui s'entraident, ce qui veut dire que vous allez pouvoir trouver des ressources, vous allez être capable de trouver des gens. Ouais, non seulement des ressources techniques, effectivement, plugins, middleware, etc., pour accélérer le process, mais également des tutoriels, etc., qui sont déjà prêts pour vous aider à faire le truc vous-même, mais aussi des gens. Vous allez pouvoir trouver des gens et des freelancers pour vous faire une passe sur l'animation, pour faire une passe sur un truc comme ça, sur lequel tu mets un peu de sous de ton projet, surtout si tu fais un financement participatif, surtout, tu sais, donc du coup, tu peux très bien le faire comme ça, parce que l'étape qui arrive ensuite, c'est effectivement la budgétisation de votre projet. Si vous voulez qu'on prenne au sérieux et lancer un jeu, va falloir se demander combien il coûte et donc qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et pour ça, faut simplement évaluer c'est quoi le contenu, combien on a et après ça devient très clair. C'est-à-dire que sur, par exemple, la partie audio, quand t'as X lignes de dialogue à jouer par X personnages, sachant que la tarification, elle est très normée sur l'enregistrement vocal, vous allez pouvoir savoir exactement combien ça vous coûte l'enregistrement de toutes ces voix. Vous allez prendre un buffer de 25 à 30% parce qu'il va y avoir des retakes, des mecs qui vont pas aller, etc., etc. Donc vous gonflez de ça. Et là, vous avez à peu près l'évaluation de combien ça coûte de faire tous les sons. Si vous-même, entre vous faites effectivement le scénario, le script, vous écrivez les lignes de dialogue en anglais, etc., et que vous avez besoin de personne, et quand vous allez passer sur le moteur, ça va être pareil. À minima, va falloir le tester, et pas forcément que entre vous. Il va falloir avoir le passer à l'externe et autres. Et vous allez avoir besoin de gens, en fait, qui sont capables de vous faire des passes sur une optimisation de collision, de caméra, travail de la lumière, etc., etc. Ça, c'est nécessaire. Et donc, on rentre tout ça dedans. On fait un rétro-planning à partir du pipeline qu'on a. Et normalement, ça vous donne un temps de dev et un certain coût. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer soit à chercher des sous, soit à économiser parce que vous allez voir qu'il y a des trucs que vous allez pas être capable de toute façon de faire tout seul et que ça va être difficile. Et si vous avez envie de vous lancer dans l'exercice réel, qui est de dire allez, on se lance dans le bain, on fait un financement participatif et tout, votre premier objectif et votre premier budget, il doit être sur un prototype. Vous devez prototyper, vous devez avoir une vertical slice de votre jeu. Typiquement, il y a des noms différents. Par exemple, chez Ubisoft, pour préparer le kick-off meeting, donc le meeting de démarrage, on a besoin de toutes les données. C'est quoi le jeu, c'est quoi le concept, des concept art, des visuels, des références, une démo reel. Et là, c'est pas forcément de concept art du jeu, hein. Ça peut être vos inspirations visuelles, ça peut être un montage avec des morceaux de films et de trucs qui vous inspirent pour dire ça, c'est ça qui, voilà, ça c'est l'objectif. C'est le mood qu'on est en train de rechercher. Tu sais, Cluedo le film, machin, tiens, c'est ces trucs-là qui nous inspirent, c'est ça qui nous allume. Une fois que t'as ça, tu passes à l'étape qui est chez nous, c'est la FPP, c'est la First Playable, et en fait, c'est vraiment un morceau du jeu, la FP, où on va avoir si c'est un jeu 2D, c'est le plus simple. Mario, c'est le niveau 1. Tu nous ponds un niveau, et puis nous, on comprend. On joue au jeu, on fait OK, j'ai compris ce que c'est Mario, et derrière, tu me dis, des mondes comme ça, je t'en fais 64. Allez, c'est parti. Et donc, tu déboules, tu fais tes niveaux. Mais, dans un jeu comme ça, typiquement, vous le divisez en pièces. Est-ce que c'est intéressant que ce soit la première pièce? Est-ce que c'est intéressant que ce soit la pièce numéro 4 ou peu importe, parce que ça donne une autre vue? C'est à vous de régler. Mais il faut en gros qu'il y ait une pièce jouable avec une boucle complète qu'on puisse être capable de finir pour comprendre ce qu'on veut dire. Parce que si tu fais un financement participatif, c'est toujours intéressant de montrer aux gens non seulement dans quoi ils mettent de l'argent, mais c'est quoi le projet. Et quand je parlais de la fantasy joueur, c'est là qu'on la comprend. On me fait ok, d'accord, moi je vais faire ça dans le jeu. Voilà comment à peu près je me déplace, voilà les animations, le type de truc et tout. En disant évidemment tout ça c'est en développement, c'est en cours, etc. Et le but du jeu, ça va être de fournir 10 pièces, et puis si le financement explose, on va en faire 15, et puis s'il surexpose, on va le faire doubler en français, et puis on va rajouter des langues, etc., etc. Donc ça c'est... Mais encore une fois, ça part d'une bonne planification. Je pense que vous avez dans votre tête la structure et l'histoire, et vous pourriez en faire aussi bien un jeu de rôle de société, board game, tabletop, qu'autre chose. Et souvent d'ailleurs, c'est un truc que je conseille aux gens, c'est-à-dire que, on le dit toujours dans le dev, d'abord faut que ce soit fun, après ça devient beau. On s'en fout que votre jeu c'est des fils de fer et tout le monde s'en branle. Ça n'a aucun intérêt en fait que ce soit beau dès le départ. Ce qui est intéressant, c'est si vous vous amusez à récupérer des pièces de board game et à me montrer avec un tapis de Cluedo et des trucs que vous dessinez et machin, et que ça c'est fun là, qu'on arrive à comprendre les concepts et que c'est rigolo et amusant et divertissant là,
il y a pas de raison que quand on va mettre une couche d'amour, de graphisme et de son, ça le soit pas encore plus. Par contre, si dès le départ on se fait chier, il y a des problématiques et on se rend compte qu'il y a des trucs qui marchent pas, c'est pas la peine de mettre de l'amour dans... Regarde, mon perso, il est super bien modélisé, la lumière, elle est dingue. T'es là, ouais, mais c'est chiant comme la mort. Donc en fait, on s'en fout. Et on le voit, hein, je veux pas dire qu'il y a des jeux, tu le vois venir, mais il y a une armée, elle est gratuite celle-là, mais il y a une armée de jeux chinois qu'on voit arriver en ce moment qui sont beaux à pleurer, tous sur Unreal, tous avec les mêmes assets. Tu sais, t'as du mal à les différencier, hein. Je t'en mets 3 et je te fais, ça sort de quel jeu? T'as l'impression que c'est un film avec The Rock, quoi. C'est, il est dans la jungle, il a un kaki, on sait pas d'où ça vient, il est chauve. Quel jeu? Quel film? C'est quoi? Et donc là, c'est un petit peu la même. Et le truc qui fait peur, c'est que tu sens derrière que t'as une chance sur deux que t'as un design qui soit orienté avec de la loot box, du gacha et des trucs de l'horreur, tu sais, où tu sais que quand tu vas lancer le jeu, tu vas être là, ok, non mais sur les animes et les vidéos, c'était génial, mais en fait, en gameplay, c'est de la merde, quoi. J'ai mon fils qui joue à tous ces jeux-là. À chaque fois, tous les week-ends, je lui dis, mais pourquoi tu joues à ça? Ça va, ils abandonnent vite, ça va. Mais c'est ça, tu passes vite à un autre, ouais. Alors, et du coup, j'ai pas voulu vendre la mèche parce que ce que tu disais était super intéressant. Mais alors, attention. En fait, on est des fous furieux. On veut faire ça de manière totalement artisanale. C'est-à-dire qu'on cherche pas un financement. Ok. Tout seul. Voilà. Il va vous falloir... il va vous falloir beaucoup... Ouais, c'est clair. Il va vous falloir beaucoup plus de temps et de patience alors, parce que fatalement, vous allez devoir apprendre plein de métiers en fait. Vous allez devoir apprendre plein de métiers et le mieux, c'est encore de vous partager le travail en fonction des trucs que vous tripez le plus alors. Bien sûr. Parce que, je vous dis, ça va être... C'est difficile, c'est long, c'est douloureux, donc gardez-vous des trucs que vous aimez tous faire. Gardez-vous des points réguliers sur lesquels vous allez pouvoir échanger rapidement, mais si l'objectif, et là c'est pareil qu'avant, c'est-à-dire qu'en dehors du plan de financement, il faut que tu aies un game design document, il faut que tu figes sur des documents ce genre de choses pour que tout le monde soit très clair sur c'est quoi la vision et qu'on parte pas sur des malentendus de mais moi je pensais que c'était ça et moi je le voyais plutôt comme ça. C'est non, il faut que ce soit clair, que tout le monde soit d'accord c'est quoi la vision et comment est-ce qu'on l'exécute. Après elle changera, hein. Elle va évoluer de toute façon quand vous allez vous frotter à des trucs ou alors vous allez dire non mais ça techniquement on n'arrivera pas à le faire en fait, faut trouver autrement. Et ensuite, vous partagez le taf, quoi. Pardon. Non, mais après, c'est ça. C'est chacun se spécialise. Il y en a un qui va être plutôt dans l'art, l'autre plutôt dans l'écriture. C'est le meilleur moyen d'avancer en parallèle, en fait. Enfin, oui, pardon. Je nuance quand même. On veut le faire nous-mêmes, le proto. Après, on verra. Oui, bah ça c'est beaucoup plus envisageable. Parce que le proto, on pardonne beaucoup plus de choses, comme c'est un proto, tu sais. On n'attend pas une passe finale de graphisme, on n'attend pas un truc comme ça. Parfois, effectivement, t'as des fakes et ce qu'on appelle les target gameplay footage que vous avez déjà vu de temps en temps leaker sur internet où ça a l'air dingue et tout le monde se dit putain, mais pourquoi le jeu il sort pas? C'est-à-dire, parce que c'est du CGI, c'est pas un jeu, en fait. Il y a rien, là. Il y a pas de mécanisme, il y a pas de gameplay, il y a pas d'IA, il y a pas de collision, il y a rien du tout. C'est juste une jolie scène rendue dans un moteur, mais il y a rien d'autre. Donc ça, oui, ça peut se faire. D'ailleurs, oui, vous pouvez d'ailleurs aussi le faker. Hein. Vous pouvez tout aussi bien, au lieu d'essayer de vous faire chier à monter un vrai prototype qui fonctionne, vous pouvez tout aussi bien essayer de montrer à quoi ça va ressembler. Et donc là, faire un target gameplay footage. Et là, c'est beaucoup plus, tu vas beaucoup plus utiliser les outils cinématiques en fait de Unity. Et avec ça, tu vas monter une scène et tu vas dire bah voilà le jeu, ça doit ressembler à ça. Et ça, on le voit souvent où t'as même des fois les faux layouts, tu sais, de la manette où tu vois les boutons qui sont, tu sais, genre pour faire genre le mec il a ouvert la porte, il a appuyé sur X. Là, non, c'est rien, on s'en fout, quoi. Avec un ouais, mais c'est trop ça. Qui joue. Ouais, voilà. Et puis tu sais la barre de vie qui baisse et tout est là. Non mais on sait qu'on n'en est pas là les gars, on s'en fout. Mais c'est un des trucs qui est effectivement intéressant. Donc l'autre truc ce serait divisez-vous le travail en fonction de ceux sur le quoi vous êtes plus fort et que vous tripez le plus et essayez d'avoir effectivement, si maintenant le but c'est de fournir un prototype ou un target gameplay footage, essayez de voir la quantité de travail que ça demande et de le découper en phases et de vous les attribuer entre vous parce que autrement, en fait, c'est simplement de la gestion de projet basique, mais ça avancera pas, quoi. Ça avancera pas. Et on fait du développement informatique, ce qui veut dire que le développement et la gestion de projet classique, donc en cascade, ça marche pas nécessairement super bien. C'est-à-dire que c'est très vieille école. Tu sais, c'est on vient, machin fait A, puis ça fait B, puis ça fait C, et tu sais, on met toutes nos tâches les unes après les autres, et on essaye de... Ouais, sauf que dès que la première, et elle va prendre du retard, elle prend du retard, tout le reste prend une méga patate et ça devient n'importe quoi. Donc il faut avoir des interdépendances, il faut être capable d'avoir, d'être inspiré par les méthodologies agiles, donc d'avoir des choses qui se font en parallèle, de découper le travail en sprint, et donc pas en grandes tâches. Tu sais, c'est pas...
Alors moi, dans le prototype, je vais faire tout ce qui est graphisme. T'es là, mec, ça veut rien dire. On va se contenter d'un truc, c'est-à-dire cette semaine, je tente de modéliser le premier perso. Puis tu sais, on sait qu'on en a 4. Et toutes les 2 semaines, je dois en avoir modélisé un. Et du coup, tu travailles en sprint, et c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de se dire, j'ai 2 mois pour tout faire. Et au bout de 3 semaines et demie, tu te rends compte, merde, j'ai un mec et demi, je fais quoi là? Et donc tout explose pour tout le monde parce que après, on a tous des dépendances les uns aux autres. Donc c'est ça qui est important. C'est essayer de découper le projet, identifier les dépendances et travailler ensemble en petites unités de temps très rapides pour au moins avoir ce feeling d'avancer. C'est-à-dire que même si vous prenez un peu de retard, au pire, c'est toujours moins grave de se dire au bout de 14 jours, on a pris 1 ou 2 jours de retard, que de se rendre compte au bout de 35 jours, putain, j'ai 15 jours dans le vent là et on va pas y arriver. Au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans putain, on a juste le script. Ouais. Alors après, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a un 4e larron qui était intéressé par le projet et qui est toujours intéressé de ce qu'on en sait. Simplement, qu'on n'a pas sollicité depuis très longtemps parce qu'on n'a pas avancé. Et qui est développeur. Et qui lui est développeur pour le coup. Ouais. Cool. Et qui a déjà fait pas mal. J'avais bossé avec lui un petit peu sur Unity. Déjà, on avait fait quelques petites expériences. Lui beaucoup plus que moi. Moi, j'avais juste tâtonné un petit peu. Et lui, à l'époque, voilà, que ça l'avait vraiment motivé. Il avait fait des petits trucs, des petites expériences dessus. Donc, ça va, c'est quelqu'un qui pourrait nous aider un petit peu quand même, qui pourrait, on part pas non plus de 0-0. Écoute, le projet est pas non plus, sincèrement, il est pas non plus délirant. Vous êtes pas parti, tu sais, vous êtes pas venu en faisant, on va faire un open world MMORPG qui va révolutionner. Là, t'entends le truc, tu sais qu'il faut être 2000, quoi. Tu sais, j'ai déjà peur. Là, c'est un jeu qui est tout à fait envisageable, hein. À votre échelle, c'est un truc qui est faisable, les gars. On voit de temps en temps des duos de développeurs, des putains de génies te sortir des trucs à 2 sous Unreal, t'es éclaté tellement les jeux ils ont l'air ouf et avec gameplay et tout le bordel. Il y a tout à fait possibilité de faire ça. Hein. C'est pas de l'ordre de l'impossible. Il y a plus encourageant. Déjà, on a un rétro-planning qui est très, très efficace. Hein, c'est-à-dire que tous les 10 numéros du podcast, donc tous les 10 mois, quelque part, il faudra montrer quelque chose. Donc, au numéro 30, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait pondu quelque chose. Évitez de faire le numéro 30 dans 7 ans. C'est ça. Non, c'est dans 10 mois à peu près. C'est un par an, on va dire. Voilà, c'est gros, ça. Ça va. Ça revient un par an. Exactement. Sachant que voilà, dans les 10 derniers mois qui sont passés, il y a eu ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ce petit. Et il y a la petite animation aussi que tu nous avais fait aussi. Oui, alors ça c'était pour les tests justement pour voir si le côté dessiner les personnages en voxel dans Magica Voxel et les riguer avec Mixamo et les balancer dans Unity, ça fonctionnait. A priori, ça fonctionne. Je suis assez content. Mais là, clairement, voilà, c'est clairement pas un truc qu'on pourrait utiliser, clairement pas des techniques qu'on pourrait utiliser pour un produit fini, mais peut-être pour notre prototype, ça pourrait éventuellement faire office. Ouais, non, pour le prototypage, vous interdisez rien, quoi. Après, si dans l'idéal, tu peux utiliser quasi les mêmes outils dans ton proto que dans ton jeu, c'est bien, tu vas gagner du temps parce que tu vas te former dessus. Mais quand on parle de Unity, de la communauté des devs, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Vous pouvez essayer d'avoir votre, littéralement un proof of concept, hein. Est-ce que ça fonctionne réellement notre idée dans la tête et est-ce que ça accroche? Et si c'est un prototype jouable et pas du target footage, est-ce qu'on le met à disposition des gens pendant une campagne ou autre pour que les gens voient ce que c'est, voient ce qu'on a pondu, etc. C'est toujours une bonne idée, hein. Même si c'est rough, même si c'est, au moins c'est un vrai projet, c'est sincère, c'est fait par des devs, ça joue pas contre toi quand tu ouvres grand les portes et t'expliques ce que t'es en train de faire, quoi. Ouais. Non, mais ouais, c'est un peu ce qu'on avait envisagé. De toute façon, voilà, on a une petite communauté qui nous suit et à qui on partagera. En fait, on a envie de leur partager les avancées des trucs. Oui. On n'avait pas grand chose à leur montrer jusqu'à présent. Mais on commence à se donner un petit coup de pied au cul. On va essayer d'avancer un petit peu, quoi. Mais comme dit, en fait, le seul truc, sincèrement, c'est ça, c'est de commencer par se fixer un premier objectif. Et là, par exemple, une démo ou autre. Et à partir de là, qu'elle soit jouable ou pas, et à partir de là, on découpe qu'est-ce qui fait la démo. Ça doit être quoi le contenu exact. Et du coup, on s'en fout du scénar global, de on a juste besoin de cette tranche-là. Mais cette tranche-là, faut la faire comme si c'était le jeu, quoi. Tu sais, les dialogues ciselés, quoi. Pas des trucs écrits avec le cul. faut que ça roule. Pas de faute d'orthographe dans le truc. Vous faites gaffe et vous essayez de le faire. C'est quoi l'expert correction? Ça, il est propre. Alors, pas trop globalement, on a une bonne orthographe, je pense. Ouais, globalement, ouais, c'est vrai. C'est rare, en fait, de trouver une bonne orthographe.
Mais voilà, ouais, c'est honnêtement, c'est la base, c'est le seul truc, parce qu'après, on rentre dans des trucs, c'est quasi philosophique, tu sais, on pourrait parler de motivation, machin. Pourquoi est-ce que je parle justement de méthodologie agile et de sprint et de découpage petit? Parce que ça permet de lutter contre la flemmardise, quoi. Les vrais vous diront, il y a pas de motivation, ce qui fait que tu te lèves le matin et que tu vas à la salle de sport avant d'aller au taf et machin, c'est pas une question de motivation, c'est une question d'habitude. Tu prends le rythme, tu te fais violence les premières fois et après ça devient une seconde nature et ensuite tu réfléchis pas à le faire. C'est préparer les cartables des enfants, faire les machins, n'importe quel parent vous dira c'est pas un truc qui nous amuse, hein. Mais tu sais le faire parce que tu le fais tout le temps. Et à la fin, tu réfléchis plus, quoi. Tu le fais en pilote automatique, les habits, préparer les trucs, plier le linge, merci, au revoir. Donc c'est pas un truc que t'es censé triper. Et là, c'est pareil. Il y a des choses où t'es juste censé prendre le pli. Vous réservez un certain temps. Vous dites, tous les 3 jours, je mets 2 heures sur le projet et je fais ça et machin. Et puis après, faut que ça clenche, quoi. Faut, le fameux dans le dev où on dit y a plus qu'à. On a le plan, il y a plus qu'à délivrer, les gars. Non, mais je pense que là, c'est des clés qui vont pas mal nous aider, je pense, parce que on a besoin de structure par rapport à ça, et c'est vrai que là, t'as posé quand même quelques clés qui peuvent paraître évidentes comme ça, mais qui ne sont pas, en fait, quand on commence à partir sur un projet comme ça, on veut tout lancer en même temps, en fait. On sait pas. Ouais, mais c'est ça. Un coup c'est l'écriture, un coup c'est un peu des concepts art, comme tu dis, ou d'autres choses. Et puis on se laisse emporter. C'est ça. Et après, en fait, on part un peu. On se laisse emporter, on est dans le trip, tout est cool, et voilà. Et donc, on fait beaucoup au début, d'un coup, on fait plus rien parce qu'on sait plus, en fait, où on en est. C'est bon. Et puis on a des idées de merde aussi, par exemple. Moi, là, j'ai mis des QTE dans un truc. Ouais. C'est mal. Ah, mais il y a plein de trucs. Il y a des trucs qu'on apprend après avec le design, et après il y a des philosophies de design. Il y a des trucs où, tu sais, que ce soit les joueurs ou les devs, il y a des choses où des fois on est simplement pas d'accord. Tu sais, sur la vision du truc, sur est-ce que le QTE c'est la fin du monde? Pas forcément. Est-ce qu'un force fail c'est le mal absolu? C'est-à-dire, tu sais, forcer un joueur à rater. Peu importe ce qu'il se fasse, de toute façon la cinématique va se déclencher. Sauf telle personne. Ah non, en fait tu pouvais pas parce que je l'avais écrit. Bah il y a des jeux dans lesquels ça se fait. Il y a Last of Us t'en fout plein. Ouais. Pour te délivrer un message, pour te dire machin. Il y a des gens pour qui ça passe absolument, il y en a d'autres pour qui c'est une hérésie, tu vois. Tu ne mets pas ça dans un jeu. Si tu me laisses le choix, il faut que j'ai le choix. Il faut que ça fonctionne. Si tu me dis de prendre la manette, mais qu'au final, ce que je fais ne sert à rien, tu te fous de ma gueule. Donc, tu sais, t'as vraiment... C'est une question de vision, d'obédience. Il y a pas de bonne réponse, hein. Il y a une question de, est-ce que tu vas bien l'exécuter? Est-ce que ça va bien se passer? Donc ça, de toute façon, vous le verrez, hein, en testant, en développant, en ayant des trucs. Mais confrontez vos idées, faites-vous des meetings plutôt réguliers, faites-vous des points. Comme vous développez pas ensemble, tu sais, je peux pas vous donner les conseils classiques, vous faites vos stand-up meetings de 5 minutes ou 15 minutes tous les matins pour faire une avancée sur le projet, etc. On n'est pas du tout dans le cadre d'un développement très structuré, mais du coup, on a des boulots à côté. Ben c'est ça. Du coup, le structurer un minimum, c'est se dire 2 fois par semaine, on prend chacun 1h30, on travaille de notre côté, puis 1 fois ou 2 semaines, on se fait un point et on regarde l'avancée parce qu'on a fait un sprint et on découpe notre projet en plein de petits morceaux et on se tient au jus de comment ça avance. C'est encore le meilleur truc à te faire, ce qui veut dire que là, vous avez une grosse tâche qui vous attend. Typiquement, prenez-vous une journée entière, vous vous connectez, vous essayez de poser sur le papier c'est quoi la tranche de gameplay ou de visuel que vous allez proposer, et essayez de la découper en tâches. Et à partir de là, une fois que vous avez vos tâches, vous les découpez en sprint. Vous dites, un sprint, c'est pas plus de 15 jours, hein. C'est 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? On avance. En essayant d'être réaliste avec vos agendas votants, et vous verrez que le projet il va avancer tout seul. Vous allez prendre des retards, ça va pas être facile tous les jours, mais vous allez voir qu'il y a une différence fondamentale entre il y a 10 émissions et dans 10 émissions si vous faites ça, c'est clair. On va paraphraser une autrice de SF dans une trilogie qui s'appelle de l'Ancillaire, et le personnage principal, hein, qui a une espèce de IA qui arrive dans un corps en fait. Elle dit elle réalise un truc de ouf dans tout l'univers, et après elle finit par, et tout ça n'était en fait qu'une suite de petits pas. En fait, c'est exactement ça. Oui. C'est comme ça qu'on monte un gros projet, hein. C'est exactement ça. D'où le message que je vous ai délivré la dernière fois quand je vous ai montré la petite animation là qui ressemblait à rien, qui était un pas dans n'importe quelle direction, ça reste un pas dans la bonne direction. J'aime beaucoup cette catchphrase. Non, mais en tout cas, c'est encourageant de se dire qu'effectivement, en ayant un peu de méthode et en se donnant un petit peu de rigueur,
peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Et l'autre chose positive aussi, c'est que du coup, on n'a pas à se figurer la montagne qui est le jeu fini, en fait. Non, c'est ça. Voilà, du coup, c'est beaucoup moins angoissant de se dire on va faire un truc qui est un prototype, voilà, qu'on va essayer de faire au mieux de ce qu'on peut avec nos moyens. Plutôt que se dire en fait on voit tout le jeu dans sa globalité. Là, si on faisait les nombres de pas, ça serait beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Bien sûr. Et tu sais pas où ça va t'amener. Et quand tu rentres dans une vraie production de jeu, t'as des agendas, t'as plein de personnes qui travaillent en parallèle, et t'as des éléments que tu vas devoir couper parce que t'auras pas le temps. Il y a des éléments que tu vas devoir couper parce que t'auras pas le budget. Là, si vous y allez à votre rythme, l'idéal, c'est de montrer de prouver que c'est possible. Et une fois que vous avez prouvé que c'est possible, vous avez montré que vous pouvez le faire. Après, c'est à vous de jouer sur ce qu'on appelle la scalability, c'est-à-dire à quel point on est capable d'étirer ou pas le projet. Est-ce qu'on passe d'une pièce à 15 pièces, 20 pièces, 25 pièces? Ce sera libre à vous. Ouais, et puis vous pourrez un grand appart quand même. Ouais, mais là, vous pourrez vous lâcher. Bon, ça peut être un manoir, on s'en fout. À la Resident Evil, là, vous pourrez ensuite rajouter de plus en plus de trucs, d'éléments, de blocs, etc. Revenir dans certaines pièces qui auront changé entre temps parce qu'il se sera passé 1 heure. Il y a des trucs qui sont différents. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser pour en jouer sur plein de trucs, mais vous n'êtes pas obligé. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas. Il n'y a pas d'obligation de le faire dès le départ. Et ensuite, vous pouvez voir, en fonction de vos envies, de votre temps, de votre machin, etc. Mais un jeu, ça se conçoit jamais comme ça. J'ai jamais vu un jeu qui, sur le papier Day One, on prenait une bible ou un snapshot, était délivré exactement comme prévu. Il change tout le temps en cours de route, c'est organique, et je vous parle pas d'une production de jeu où tu te retrouves à travailler avec 800 personnes pendant 3 ans dessus. Parce qu'évidemment, t'as des idées qui viennent de tous les côtés. T'as des trucs qui poussent, t'as des trucs qu'on découvre, t'as des optimisations dans le moteur, t'as des gens qui ont une idée géniale, et puis ça change complètement la forme du truc. Donc évidemment qu'à la fin, c'est jamais la même chose. Donc c'est pas évident quand tu te lances, mais faut l'aborder avec faut l'aborder avec pragmatisme, mais faut pas essayer de se dire l'ascension de la montagne, ça commence par le sommet, quoi. C'est commence tout en bas, un petit truc, et puis après ça va aller tout seul, quoi. C'est comme ça que ça marche. Ce que tu racontes là, ça rejoint un peu aussi ce que nous avait un peu expliqué Damasio dans leur série où on l'avait reçu. Il avait bossé du coup sur le jeu Remember Me. Je sais pas si tu avais joué sur PS3. Ah bah oui, je connais. Voilà. Ouais, voilà. Et il nous expliquait que par exemple la version finale du hack de mémoire, t'as 3-4 séquences comme ça dans le jeu, la version finale ressemblait pas du tout à la version qu'ils avaient dans l'idée au tout début du jeu, et c'est la 3e ou 4e version qu'ils ont faite de ce truc là, et je crois que si je dis pas de conneries, je crois que juste cette partie là du gameplay leur a coûté $500,000 ou un truc comme ça. C'était un montant comme ça de mémoire. C'était monstrueux, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, effectivement, le seul regret que j'avais par rapport à ce jeu, parce que j'adorais cette phase de gameplay, je la trouvais vraiment géniale, et du coup, là, il nous a raconté de dire, en fait, on aurait bien aimé mettre en plus, mais ça coûtait trop cher. Ouais. Enfin, pour le coup, c'était vraiment tellement dur à fabriquer que du coup, c'était tellement cher, ça coûtait tellement cher. Ouais. C'est ce qui coûtait le plus cher dans le jeu, en fait. Du coup, ils se sont limités à 3-4 memory mix, quoi. Et cette expérience-là, au final, leur a servi pour le jeu qu'il y a eu après, qui était Life is Strange, où il y avait aussi ce délire-là avec les mémoires, mais où ils ont fait un concept plus simple. Mais en fait, voilà, ils en sont arrivés à ce concept-là qui était plus réussi, du coup, parce qu'ils ont plus ou moins, entre guillemets, échoué pour Remember Me. Ouais, clairement, ils ont itéré dessus, mais tu sais, des histoires, t'en as des milliards dans le JV, de Devil May Cry, qui est un enfant bâtard de Resident Evil, à Assassin, qui était un pop. Tu sais, on a tous eu des évolutions et des choses. C'est ça qui est cool dans le jeu vidéo, c'est que c'est super organique, c'est que rien n'est figé, puis que on se permet de faire plein de trucs. Donc c'est comme ça qu'on apprend, mais en tout cas, en passage et transmission de savoir, je te dirais oui, si tu veux te lancer dans un jeu indie et autres, n'attaque pas une montagne d'entrée de jeu, surtout que vous avez un jeu qui se prête bien à un découpage. Ouais. C'est pas le cas tout le temps, hein. Tu sais, des fois, si les mecs te viennent avec un projet du type Windjammers ou Rollerdrome, un Rollerdrome qui est complètement ouf visuellement, Rollerdrome, comment tu montes un morceau de Rollerdrome si tu montes pas quasi 80% de ton jeu, quoi. Tu sais, après en fait c'est l'aspect facile, c'est-à-dire c'est de la déclinaison d'assets. Rajoute des méchants, rajoute des boss, rajoute des attaques, rajoute des machins, rajoute, mais tes collisions, ton gameplay, ton moteur, ton visuel, ton idée et ton pitch, ils sont là, quoi. Donc tu veux faire un jeu d'arcade type Neo Geo, genre Windjammers,
c'est quoi le prototype? Bon, c'est le jeu, hein. Tu rajoutes 4 mecs, tu changes les stats, tu fais une attaque spéciale par perso, c'est fini, merci, au revoir, quoi. Donc, là, vous avez quand même un truc qui est beaucoup plus gérable en termes d'échelle. Donc, prenez le morceau qui vous emballe le plus, qui sera très illustratif de c'est quoi l'expérience et travaillez dessus. Et sinon, du coup, pour être totalement transparent, juste avant que tu arrives, on avait une discussion qui était donc ça, ce jeu en vue à la première personne en 3D, etc. C'est notre idéal. Après, on pourrait faire une grosse concession et effectivement tabler sur du point and click qui pourrait s'y prêter aussi parce que voilà. Et là, à ce moment-là, c'est clair que ça simplifierait grandement les choses. Je veux dire, on prend Visionnaire Studio. Jérôme et moi, on peut créer les assets graphiques parce que c'est notre boulot à la base. Ça simplifie grandement le truc. C'est une grosse concession. Après, voilà, juste avant que tu arrives, la dernière phrase avant que tu arrives, c'était est-ce que un jeu avec des grosses concessions, c'est pas mieux que pas de jeu? Alors ça, c'est une grosse question et c'est à vous d'y répondre parce que ça dépend à quel point vous misez sur l'art pour vous différencier ou à quel point ça appuie. Moi, la question que je pose systématiquement, dès qu'on vient me proposer une idée, quelle qu'elle soit. Donc là, tu viendrais et tu me diras, mais moi, je veux le faire en voxel. Et moi, je te dirais, c'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça change à l'expérience? Et si, en fait, la réponse est, je trouve ça joli ou pour l'anime, c'est plus pratique, je fais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer en voxel par rapport à de la 2D si le cœur, et là, c'est vous hein, qui passez le curseur, c'est pas moi. Est-ce que le cœur de l'expérience, c'est les histoires, les situations, etc. Et dans ce cas-là, à quel point est-ce que du voxel plutôt que de la 3D tradi low poly sans texture plutôt que de la 2D ou plutôt qu'un rendu pixel art, c'est quoi le plus pertinent, c'est quoi le moins cher, c'est quoi le plus explicite? Là, si je regarde l'étendue de ce que font les indies, il y a pas de vraie réponse. Il y a des choix artistiques, mais il y a pas de vraie réponse. Ah ouais, nous, le coup du voxel, c'est purement une réponse pratique. Disons que ce serait facile pour nous de créer les assets comme ça. Et le côté du coup, par rapport à l'aspect, est-ce qu'on le veut en vue subjective ou pas, il y a quand même cet aspect. On a du personnage, quoi, en fait. Ouais. Et puis il y a aussi ce côté, on veut qu'on soit ce côté un peu voyeur, justement. On arrive dans une soirée, on parle aux gens parce qu'en fait il y a tout un aspect dont on n'a pas parlé, mais qui consiste à glaner des informations qui seront pas forcément pertinentes, qui apparaîtront pas forcément comme pertinentes aux joueurs de base, mais qui à un certain moment va être encouragé à revenir les chercher parce que ça va permettre de trouver une fin qui est plus satisfaisante que la fin vers laquelle on arrive, même si on fait tout bien. Et c'est aussi, je pense, un point fort, je pense, au niveau de la narration environnementale, en fait. C'est-à-dire, du coup, on est vraiment sur des éléments, en fait, en fait, toutes les interactions avec les personnages, ou même des choses qui servent à rien, entre guillemets, pour faire avancer d'une scène à l'autre, va raconter une autre histoire, en fait, raconter un petit peu l'histoire de Bernard, en fait. C'est ça qui est caché, en fait, un récit caché, en fait. Et ça, effectivement. Vu qu'on n'interagit jamais avec Bernard. Non, c'est le moins qu'on a pu représenter. Alors, pour le coup, il y a deux choses. La narration environnementale est pas dépendante de la notion de 2D ou 3D. Tu peux tout à fait faire un jeu genre Chevalier de Baphomet ou autre et avoir un décor qui en dit énormément sur un personnage, une situation, une vie, etc. sans avoir à être en vue à la première personne. L'avantage de la vue à la première personne, c'est le côté immersif et le côté je mets le joueur dans la position du personnage, en fait. Il est le protagoniste. Le protagoniste n'est pas un personnage. Je peux lui donner une vie ou une apparence, il passe devant un miroir ou ce qu'on veut, ou je peux très bien éviter les surfaces réfléchissantes, etc. et en faire un avatar et lui dire voilà, c'est toi. Ça permet même des options VR ou d'autres trucs qui sont aussi permises par Unity et d'autres types de gameplay. En revanche, effectivement, c'est beaucoup plus complexe parce que ça demande de bien gérer, en fait, de faire un travail de game direction sur les caméras. Les caméras, les collisions, les proportions. Très souvent, on triche, même en 3D, on a tendance à étirer ou légèrement déformer les perspectives pour donner ces différentes sensations. Donc du coup, c'est effectivement c'est un travail qui est beaucoup plus difficile. Et pareil, la qualité des animations, elle ressort. Et je parle pas nécessairement d'animation très fine, 2D, etc. Ouais. Mais je veux dire la fluidité de l'animation, la manière dont ils interagissent et les personnages se positionnent par rapport à une vue 3D où si un perso ou un corps est par terre, la manière dont tu vas le regarder et tout, ça a l'air de rien. C'est chiant. Oui, c'est chiant. C'est beaucoup plus chiant qu'un plan fixe. Ouais.
À un moment donné, on avait même envisagé un truc à la, je sais pas si tu vois Danganronpa, où t'as des phases 3D, mais les personnages sont en 2D, et ils se font toujours face. On s'est dit peut-être tricher comme ça. Ah non, mais regarde, et c'est pour ça que la détermination du style, elle est importante, et là, il y a un travail, une passe à faire avec la DA et tout, parce que le mood et l'ambiance que vous voulez donner, est-ce que c'est plutôt tragique? Est-ce que c'est du tragicomique? Est-ce que c'est tout ça? Ça devrait avoir un impact sur votre DA. Elle devrait pas seulement être dictée par des contraintes techniques et de faisabilité, parce que évidemment ça faut les prendre en compte, c'est primordial, mais elle devrait aussi l'être par c'est quoi le sentiment que j'ai envie de donner. Moi, tu me mets du pixel art, c'est beaucoup moins dramatique que si j'ai de l'hyper-réalisme. Mais vous avez peut-être pas envie de faire du dramatique, vous avez peut-être pas envie, tu vois, c'est des choses qui sont très très différentes. Et du coup, ça a un impact sur la quantité d'informations. Comment est-ce que là vous avez l'air d'en parler et ça a l'air très, on n'en sait pas, je vous ai pas posé la question parce que je l'ai anticipé à cause du blast du perso. Il s'appelle Bernard, j'imagine c'est contemporain, j'imagine que tu sais on n'est pas en 1920, tu vois, c'est pas Cthulhuesque, c'est pas Lovecraftien comme influence. Mais fatalement, qu'est-ce que ça dit du perso? Est-ce que son salon ou sa chambre elle ressemble à un truc comme ça? Il y a des goodies, des conneries, des livres qu'il aime, des machins. Donc est-ce que ça fourmille de détails? Est-ce qu'au contraire, si c'est du pixel ou machin, il va en avoir beaucoup moins parce que c'est beaucoup moins lisible. Tu peux pas en mettre beaucoup. Ouais. Sur de la 2D, tu peux en mettre beaucoup parce que tu peux faire du dessin, tu peux le travailler à mort et tu peux jouer sur des techniques différentes. Regardez, on a un jeu avec une DA absolument oufissime, Pentinent, qui est sorti. C'est clairement pas du réalisme, c'est clairement pas de la 3D, c'est pas de la 2D classique. Tu sais, ils ont réussi, en fait, ils ont une DA qui va avec le propos, qui fait Au nom de la rose, qui fait écho à Umberto Eco, à plein de trucs. Ça fonctionne très très bien. Et pourtant, on n'est ni dans le réalisme, ni dans le pixel, ni dans le machin. Ils ont trouvé une DA qui correspond à ce qu'ils ont envie de raconter. Et ça, normalement, un directeur artistique solide, c'est ce qu'il vous fait. C'est-à-dire, il vous aide à trouver c'est quoi votre ton graphique. Et ça peut passer par n'importe quel traitement. Et ça, on en rigolait parce que on disait, quand une marque, elle est bien établie, quand un projet, il est bien réfléchi, en fait, il y a des éléments qui sont tellement iconiques que peu importe le style, ça fonctionne quand même. Que t'es un assassin, donc là je le montre, les autres le voient pas, mais hyper réaliste ou chibi, ça fonctionne. On reconnaît la silhouette, on reconnaît la capuche avec le Big 2D, on reconnaît la ceinture rouge, on a des éléments super forts qui sont parlants et du coup on peut adapter le style. En fait, il faut juste trouver c'est quoi l'ADN de votre histoire et des thématiques, et ça typiquement en plus de l'elevator pitch qu'on a fait, quand on parle de game design document et autres, ça doit être dans le truc. Genre, enquête, mystère, machin, humoristique, et vous devriez avoir quelques mots-clés qui, moi, normalement, on a une catchphrase marketing, tu sais, qui est faites de l'histoire votre terrain de jeu. Vous parlez. T'en as une qui devrait être, tu vois, en remontant le temps ou en machin nanana, sauve la vie de ton meilleur ami, Et ça doit être l'espèce de promesse ou de proposition, et donc tout le reste doit tourner autour de ça. Ok. Ça pourrait très bien être du... bad version, hein. Ça pourrait très bien être du pseudo live action, ça pourrait très bien être de la rotoscopie, ça peut, tu sais, je veux dire, le champ des possibles est assez large, hein. Avec nous dans les acteurs. Non mais alors c'est sûr que c'est clairement le point le plus flou pour nous pour l'instant parce que effectivement on a pas mal d'idées, on a pas mal d'envies. Après on a des contraintes techniques qui sont vraiment très importantes. Je pense que c'est le plus gros frein qu'on a jusqu'à présent en fait. Je pense que c'est sur ça qui nous a freiné. Et c'est vrai qu'on a envisagé pas mal de choses. On a même envisagé un visual novel à un moment donné. Enfin, tu vois, pour te dire. Mais du coup, là, il faut justement, il va falloir que vous preniez une décision concrète si vous voulez avancer sur un prototype, sachant que le proto peut encore changer dans le projet. Hein. Oui. Des fois, c'est ce qui déclenche le truc. C'est on part sur un jeu 2D, on fait un proto 2D. Si jamais on a les tunas et que on a un Kickstarter et que les mecs nous inondent de thunes, en général, le Kickstarter sert pas à financer le projet. Hein. Il sert à financer une partie du pitch et à attirer l'attention d'un publisher qui, lui, va te financer ton projet. Si jamais ça décolle ou c'est un truc qui marche et c'est... à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question du rendu et vous pouvez évidemment le challenger et dire on va faire autre chose. Là, si vous voulez être réaliste sur le prototype, je vous dis que ça va vraiment dépendre du ton que vous voulez donner. Regarde, tiens, j'ai un autre exemple excellentissime. Monkey Island, dont le dernier épisode a traumatisé certains joueurs qui sont comportés comme des sacs à merde à cause du style visuel qui leur a pas plu. Et tu sais, qu'ils se sont permis d'aller insulter des Ron Gilbert et machin, mais exécution en place publique, bande de sacs à merde, quoi. Je veux dire, t'insultes pas, non mais, t'insultes pas des messieurs comme ça qui ont tellement apporté aux jeux vidéo parce que t'es pas content que les graphiques, tu sais, les gens qui disent graphiques, eux aussi, il y a un étage en enfer.
Tu sais, un graphique, c'est un tableau avec des maths. C'est un anglicisme mal traduit. Graphics, ça ne devient pas graphique, ça devient graphisme. Bien sûr. Donc, mais moi, ça me tue, là. Ces gens-là, tu vois, qui s'en prennent à eux, qui s'en prennent à des Ron Gilbert, à des machins comme ça, t'es là, mais gars, juste décroche, quoi. Tu sais, si ça te plaît pas, c'est pas grave. Des Monkey Island, il y en a 3. Le dernier, c'est dessin animé. Les 2 premiers, c'est du 8-bit old school. Il y a même eu des remasters super bien faits et tout. Voilà. Il y a eu des épisodes en 3D et tout. Ouais. Enfin, je veux dire, on a eu de tout sur Monkey Island. C'est ça. Donc faites pas chier. Les gens, juste laissez-le tranquille. Là, le style est, c'est vrai, radical, très différent. Moi-même, j'attendais pas ça. Est-ce que le jeu est mauvais? Putain, mais le jeu, c'est de la bombe. On s'en fout et ça marche très bien, en fait. Une fois que t'es dedans, accepte la proposition. Il y a des professionnels qui ont travaillé dessus. Vous en faites pas, c'est un bon résultat. Mais du coup, tu vois, il y a un champ des possibles, même dans le point and click. Si tu t'amuses à regarder tout ce qui a été fait, t'as vraiment dans tous les styles. Donc, trouver un truc qui est adapté au ton que vous allez avoir. Et c'est vrai que ça, on en parle rarement quand on parle de jeu. C'est de dire c'est quoi le ton du jeu. Et c'est con comme tout, mais le ton d'un Far Cry, le ton d'un Doom, c'est pas la même chose. C'était ces 2 shooters, mais ça n'a rien à voir. T'en as un où tu vas avoir des coques de combat super rigolos sur fond de métal où tu vas éclater des gens avec les... Et t'en as un autre qui va être team premier degré, j'arrache la tête à Satan, je défonce les gars avec mon épée de Doomslayer sur fond de métal. C'est encore une fois, c'est pas pareil que Duke Nukem, Serious Max ou Crysis. Tu vois, ils ont... Ou qu'un Metro. Tu sais, il y en a qui ont des tons... humour slave, très noir, très triste, très dark, mais de temps en temps des petits points de à la Oliver Twist, quoi, où tu vas avoir un petit rayon d'espoir, etc. Ça compte à mort, et ça compte à mort dans le rendu que tu vas choisir d'avoir. Donc pour vous, trouvez votre ton juste, et une fois que vous l'avez, si vous avez des morts rigolotes et des trucs débilous, vous n'êtes peut-être pas obligé de partir dans le dans le super clean, et du coup effectivement on pouvait faire des trucs super marrants avec des graphismes beaucoup plus accessibles, beaucoup plus cartoon ou moins réalistes, c'est certain. Ouais, là on est plus dans le thriller chill, mais un peu désabusé, un peu nihiliste, tu vois. Ouais, un peu notre génération, quoi. C'est ça. Ouais, et puis ce qui est beau, Aymar, c'est que tu as réussi quand même à caser une rubrique qu'on a dans notre podcast, justement. Tu as casé un sushi. Ah, bravo. C'est ça. Le sushi, ça consiste à raconter ce qui nous fait chier en ce moment, tu vois, donc c'est bien. T'as calé ton sushi. T'as calé ton sushi, donc voilà. Ouais, celui-là, il est de tous les temps. Les gens qui agressent... Non, mais pour le coup du vénérable Ron Gilbert, il a quand même été dégoûté des réseaux sociaux. Il a fait, OK, j'arrête mon blog et tout. Tu sais, t'es là, mais les gars, moi, le gamin de 12-13 ans que j'étais, qui découvrait les point and click, qui commençait les Full Throttle, les Monkey Island, les Maniac Mansion, tu sais, si j'avais eu la chance un jour dans ma vie de pouvoir parler directement à ces gars-là qui m'ont fait kiffer au point que j'en ai fait un métier, que je suis rentré dedans, tu sais, on parle de la passion, tu sais, tous les youtubeurs, tout le monde parle de la passion. Et tu veux une passion claire et concrète, on est plein à être rentré dans le milieu grâce à leur jeu, parce qu'on a trouvé que c'était des trucs géniaux et qu'on avait envie de faire ça dans la vie. Les mecs, ils parlent avec les fans, t'as des mecs qui les insultent tellement qu'ils leur envoient des menaces de mort parce qu'ils sont pas d'accord avec la DA du jeu. Je veux dire, personne a signé pour ça, on n'est pas venu aux jeux vidéo pour ce genre de conneries, quoi. Ça, c'est une certitude. Donc, laissez les devs tranquilles. Vous aimez pas, vivez votre vie, là. Tu sais, allez cueillir des marguerites, respirez, faites des trucs, quoi. Ah, quand tu vois ce que Kojima il se prend dans la tête à chaque fois qu'il sort un jeu, quoi. Oh là là. Et pareil, tu vois, moi, j'adhère pas à tout au personnage, de très très loin. Il y a des trucs que j'adore. Je trouve que c'est un game designer de génie. Je trouve pas forcément que c'est un bon game director. Et il y a des trucs qu'il a fait qui marqueront à vie moi et le jeu vidéo et tous les gens qui ont essayé ces jeux. Donc je les attends toujours avec impatience. J'adhère pas à toutes les propositions. Je trouve pas que tout ce qu'il fait est super génial. Mais je veux dire, je prends pas Twitter pour l'insulter parce qu'il a sorti Death Stranding, quoi. Je veux dire, je m'en fous en fait. Tu vois, c'est pas grave. Ouais. On est bien d'accord. Bon, après, le jour où on se fera insulter sur Twitter, parce que déjà, il y aura plus Twitter. Écoute, celle-là aussi, les experts de la twittosphère, t'es là, les gars. Je vous connais, les experts du jeu vidéo, du film. Je sais que vous êtes tout aussi bons en ce qui concerne les nouvelles technologies. Je vous le dis globalement, quand t'as le siège d'une compagnie
qui perd beaucoup de ses employés, c'est rare que la compagnie elle s'effondre juste derrière. C'est-à-dire que demain, c'est pour faire un exemple concret, si le siège de Peugeot perd 70% de ses employés, les usines elles tournent. Hein. Les voitures, on continue de les fabriquer, hein, c'est pas le problème. Les soucis qui risquent d'y avoir, ils vont être logistique, financier, R&D, long terme, etc. Mais les personnes qui étaient au siège, et c'est monstrueux ce que cet idiot de Musk fait, hein. Mais je veux dire, penser que tout va s'écrouler à cause de ça, c'est aussi mal comprendre le délire, quoi. C'est pas structuré comme ça. Je pensais plus à l'adhésion du public, quoi, tu vois, bah écoute, ils ont avoir une perte de confiance, je sais pas. Enfin, à date, les stats de Twitter sont en augmentation, hein. Ah ouais. Les stats de Twitter sont en augmentation, donc et en même temps, on sait que les algorithmes ont tendance à privilégier la conne, la baston, la sans l'ambiance. Donc effectivement, la problématique pourrait être: est-ce que la fin des temps arrivera sur Twitter parce qu'on va lâcher la horde de trous du cul sans filtre et que là, ça va devenir une horreur absolue et qu'on va tous partir parce qu'on n'a pas envie de rester au milieu de ces cons? Ça, c'est possible. Ça, c'est possible que ça arrive, ouais. Beaucoup plus que Twitter plante, tu vois. Je m'envisageais plutôt comme ça, moi aussi, en fait. Donc ça, oui. Une partie des gens qui utilisent Twitter pour, j'en discutais là, par exemple, là où je travaille avec mon directeur, il y a Twitter, il dit, ben, là, du coup, moi, ça y est, j'ai arrêté Twitter parce que, vu comment ça vous change idéologiquement, déjà, en fait, il me dit, par contre, je regrette, là, j'ai essayé un compte Mastodon, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même délire, il y a pas grand monde. Non, Mastodon. Là, les devs commencent à aller sur Hive, mais encore une fois, tu peux pas, tu sais, on le sait tous, tu remplaces pas un réseau par un autre réseau ça en 2 secondes. À date, ce que je vois, c'est que il continue à y avoir de la modération pour les trous du cul et ça continue de marcher. Twitter reste fonctionnel. Les grosses problématiques qu'ils ont, c'est la génération de revenus et c'est la gestion de la publicité et autres, et la perte de confiance des annonceurs vis-à-vis de Twitter Blue, des tickets, des verified accounts, et il est déjà en train de faire machine arrière et aujourd'hui annonce que il va y avoir en fait 2 couleurs de tickets. Il y en aurait une pour les compagnies et donc pour vérifier Coca-Cola et dire c'est une vraie compagnie, et une pour les individus. Donc si toi t'en achètes une et que tu t'appelles Coca-Cola, t'auras pas la couleur officielle de l'entreprise, donc tu pourras pas leur voler des... Donc c'est très américain, hein. Dès que tu mets l'argent sur la table, ça change leur vision de la vie, quoi. T'arrives alors tu leur ouvres les chakras aux gars, quoi. Ben, écoutez, messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, cela, ça fait déjà 1 heure au compteur, et on est pas mal, là, non? On est pas mal. Je pense que vous avez du taf. Tu vois, je pense que t'as clairement du taf, ouais. Ah non, là c'est... avec le podcast, en plus, à côté, les émissions et tout, là, ça nous a... Je fais de la musique, je fais de l'écriture, enfin, non, c'est bon. Ça rajoute bien, là. On va arrêter de travailler. C'est cool. Merci en tout cas merci pour ces précieuses informations, et c'est vraiment très très cool. En plus, tu t'en es superbement bien sorti, c'est incroyable. Oui, largement, quoi. C'est pas le premier pitch que j'entends, mais pour le coup, les gars, honnêtement, le projet est cool. Je trouve ça super intéressant, puis je vous suivrai avec attention, là. Si dans 10 émissions ça a pas avancé, dans 20 c'est moi qui reviens. Le rendez-vous est pris. Ça roule. Non mais je pense que d'ici là il y aura un jeu Ubisoft qui va reprendre le même concept, non? Tu le savais. Bah écoute, on avait déjà les sables du temps, hein. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un jeu extraordinaire, hein. Il est fantastique. Bah, honnêtement, il a mis en plus le studio de Montréal sur la carte, hein. C'est-à-dire que le studio de Montréal avant avait travaillé sur des jeux pour former un peu les équipes. Il y a les grosses étapes de la croissance, ça a été Prince of Persia, puis ensuite ça a été Splinter Cell, une grosse marche en avant. Et moi, je suis arrivé au moment où Far Cry 2 puis Assassin 2 sortaient, donc il y a eu Assassin 1, et là après ça a été... Ça a pris pas mal d'ampleur. Maintenant, c'est un peu c'est le plus gros studio de dev au monde. Donc, on est un peu 4000 juste à Montréal, donc ça fait, c'est pas mal. Ouais, j'ai toujours la fameuse, je connais un Michel, à Ubisoft. Tu vois, mec, t'as craqué, quoi. Il y en a 400 des Michel, de quoi tu me parles? Faut avoir comme moi, faut des prénoms super rares. Comme ça, t'es tranquille, tu passes, mais autrement, c'est mort. Tu peux pas nous prêter 4-5 personnes vite fait comme ça, discrètement. Écoute, si le Kickstarter marche bien, on en parle. C'est cool, Emar, je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je pense que ton intervention aura plu aussi aux auditeurs de cet épisode. Là, il y a la suite qui arrive, hein. On est sur un ramène ton jeu, les amis. Et on va parler de Shadow of the Guild.